Ce moment où tu te replies dans le silence pour punir un proche. Eh bien, cette réaction, aussi puissante que destructrice, elle a un nom. Et elle obéit à un mécanisme hyper précis que la plupart des gens subissent toute leur vie sans jamais savoir comment s'en sortir. On va décoder ensemble ce signal d'alarme pour découvrir les outils qui permettent enfin de reprendre le contrôle. Pour bien comprendre comment ça marche, on va suivre Léa, une étudiante. Imaginez la scène, on est dans un grand amphi. Et ce matin-là, il a suffi d'une petite remarque de sa meilleure amie, Zoé, sur un nouvel étudiant pour que tout s'enflamme à l'intérieur d'elle. D'un coup, Léa sent cette piqûre acide, une sensation qu'elle connaît par cœur. Voir son amie s'enthousiasmer pour quelqu'un d'autre, ça réveille chez elle une angoisse, une vraie terreur. Alors elle fait ce qu'elle fait toujours, dans ces cas-là, elle va s'asseoir tout au fond, loin de Zoé et de son groupe. Et ce sentiment d'être juste une spectatrice de la vie des autres, mise sur la touche, ça la ramène direct à ses vieilles angoisses, à cette impression d'être totalement invisible. Et ça, cette hypervigilance, cette manie de suranalyser le ton d'un texto, de chercher la moindre preuve que l'autre s'éloigne, peut-être que ça te dit quelque chose, non? C'est une des premières alertes. C'est le cerveau qui cherche désespérément des preuves pour justifier sa propre peur. Alors, quand Zoé se retourne pour lui faire un petit signe, la réponse de Léa, elle est glaciale. Un simple hochement de tête. Le conflit n'est pas ouvert, mais la tension, elle, est bien là. À l'intérieur, Léa est juste terrifiée que cette nouvelle amitié vienne remplacer la sienne. Mais le truc vraiment important à comprendre ici, c'est que la réaction de Léa, au fond, elle ne concerne ni Zoé, ni le nouvel étudiant. Non. C'est juste l'écho d'une blessure beaucoup plus vieille, qui remonte à son histoire, au divorce de ses parents et à ce sentiment d'abandon qu'elle traîne depuis. Et voilà, la clé, elle est là. La jalousie, ce n'est pas une faiblesse ou un défaut de caractère, c'est un système d'alarme. Le problème, c'est que chez certaines personnes, à cause des blessures du passé, cette alarme est devenue hypersensible. Elle sonne pour un rien et elle transforme une petite insécurité en une question de survie. Et quand cette alarme est déréglée, elle nous pousse à adopter des comportements assez toxiques. D'abord, la surveillance, comme Léa qui épie Zoé. Ensuite, le retrait affectif, ce fameux silence punitif qu'elle utilise. Et enfin, la dévalorisation du rival, critiquer l'autre pour essayer de se rassurer. Ok, alors comment on fait pour désamorcer cette alarme qui crie pour rien? On passe à la partie la plus importante, les outils concrets pour enfin reprendre le volant. La première technique, c'est un outil pour séparer les faits de nos interprétations. D'abord, on visualise un triangle, soi-même, le proche et la troisième personne. Ensuite, et ça c'est crucial, on liste seulement les faits objectifs, bruts. Par exemple, Zoé discute avec cet étudiant. Point. Ça court-circuite le scénario catastrophe et ça permet de voir le vrai besoin qui se cache derrière, bien souvent un besoin de sécurité. La deuxième technique, elle est sensorielle. La jalousie nous kidnappe dans le futur, dans la peur de ce qui pourrait arriver. Pour s'en sortir, cet exercice est hyper efficace. La prochaine fois que la panique monte, essaye. Nomme 5 couleurs que tu vois, touche 4 textures différentes, écoute 3 sons distincts. Cet ancrage force le cerveau à quitter le mode survie et à revenir ici, maintenant. Et seulement une fois que le calme est revenu, on peut se poser la vraie question: est-ce que le danger est réel, là, tout de suite, ou est-ce que je suis en train de réagir au fantôme d'une vieille blessure, un peu comme Léa qui revit sa peur d'être invisible? Et on arrive à la troisième technique. Honnêtement, c'est la plus puissante, mais c'est aussi la plus difficile. L'idée, c'est de transformer l'accusation, qui ne fait que braquer l'autre, en une expression de sa propre vulnérabilité. En gros, passer de l'attaque à l'aveu. C'est ça qui peut tout changer. Bon, retournons à Léa pour voir comment tout ça se met en place concrètement. Le cours est fini, et Zoé s'approche d'elle. Le vieux réflexe de Léa, son pilote automatique, lui crie de l'ignorer, de la punir avec un silence glacial. Sauf que cette fois, quelque chose a changé. Léa a compris. Elle réalise que sa colère n'est pas vraiment contre Zoé, mais contre ce fantôme du passé qui lui murmure à l'oreille qu'elle est remplaçable. Et cette prise de conscience, elle est décisive. Alors, elle se lance. Elle applique la fameuse troisième technique. Sa voix tremble un peu, mais c'est pas grave, elle choisit la vulnérabilité. Elle ne l'accuse de rien, elle lui explique juste sa peur que leur lien, si important pour elle, ne finisse par s'abîmer. Et la réaction est immédiate. C'est ça qui est incroyable. La vulnérabilité, ça désarme. Le visage de Zoé s'adoucit, la tension s'évapore. Le conflit est désamorcé, pas par la force, mais par l'honnêteté. Le cycle de la rancœur est enfin brisé. Et voilà le message final, le truc à retenir de tout ça. La jalousie, même si c'est douloureux, ce n'est pas un ennemi à combattre, c'est un messager. Elle vient juste nous montrer ce qui compte le plus pour nous,
Et en même temps, elle met le doigt avec une précision chirurgicale sur la blessure qui a besoin de notre attention pour enfin guérir. Si cet épisode t'a parlé, il y a 3 nouveaux articles chaque jour sur décodetonesprit.fr.